Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine en 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée. Le sujet d'aujourd'hui est à propos de l'hypersensibilité du type 1 ou la réaction anaphylactique. Voici le tour de la question. La réaction antigène-anticorps, les différents types d'immunoglobulines, les différents types d'hypersensibilité, l'hypersensibilité de type 1, de type 2, de type 3 et de type 4. Quels sont les médiateurs impliqués dans l'hypersensibilité primaire, l'histamine, les protéases, le neutrophile chémotactique facteur, l'éosinophile chémotactique facteur, quels sont les médiateurs secondaires, ce sont les cytoxines, les prostaglandines, le platelet activating factor. Quelles sont les cellules impliquées dans cette hypersensibilité? Premièrement, les cellules qui présentent l'antigène, les cellules helper, les cellules B, les basophiles, les mastocytes, les eosinophiles, les neutrophiles, les macrophages et les cellules épithéliales. Alors, dans un échantillon du sang, on sépare le plasma des cellules. Alors, les cellules, il y a 3 types, les plaquettes, les globules blancs et les globules rouges. Alors, les globules blancs, à leur tour, ils seront séparés en lymphocytes et en monocytes. Les lymphocytes, à leur tour, seront séparés en lymphocytes B et en lymphocytes T. Alors, je vais tout de suite faire un petit arrêt sur ces lymphocytes. Alors, pourquoi on les appelle B-lymphocytes? Parce que, initialement, ils ont été découverts chez des oiseaux, au niveau du tube digestif des oiseaux, et spécialement au niveau de la bourse de Fabricius. Alors, B pour bourse. La bourse de Fabricius chez les oiseaux, c'est l'équivalent des plaques de Peyer dans l'espèce humaine. Alors, pourquoi T lymphocytes? T lymphocytes parce que ces lymphocytes sont raccordés au thymus. Alors, un premier contact de l'antigène, c'est-à-dire de la substance étrangère quand on pénètre au corps, la première cellule qui l'accueille, c'est le macrophage. Alors, ce macrophage, il va stimuler la formation des lymphocytes B, et ces lymphocytes vont à leur tour stimuler les lymphocytes T. Ces lymphocytes B vont induire la formation des plasmocytes, et les plasmocytes sont des usines qui fabriquent les immunoglobulines. Alors, quand on parle d'immunoglobulines, on parle d'anticorps. Alors, les immunoglobulines, il y en a 5 catégories. Alors, ces 5 catégories, elles se distinguent par le nombre de monomères. Si il n'y a qu'un seul monomère, alors il s'agit ou bien de la classe des IgG, ou bien de la classe des IgD, ou bien de la classe des IgE. Mais si l'immunoglobuline est formée de 2 monomères, tel que dans ce cas, il y a un premier monomère et un second monomère, alors cette immunoglobuline formée de 10 monomères, elle est dimérique, c'est l'immunoglobuline A. Par contre, si elle a 5 monomères, c'est l'immunoglobuline M. Donc, IgA 2 monomères, IgM pentamérique et IgE monomérique. Alors, l'immunoglobuline qui nous intéresse le plus ici dans ce chapitre, c'est l'immunoglobuline du type E, qui est aussi monomérique. Alors, après cet aperçu sur les immunoglobulines, voyons maintenant les différents types d'hypersensibilité. Alors, l'hypersensibilité, c'est l'ABC de l'immunologie. C'est un croisement obligatoire, c'est une porte d'entrée de l'immunologie. Il faut absolument savoir classer les réactions dans l'organisme suivant cette classification, ce qu'on appelle la classification de Jelly-Combs. Alors,
elle met en évidence 4 types d'immunoglobulines, de réactions. Les réactions du type 1, la réaction du type 2, la réaction du type 3 et la réaction du type 4. Alors, les réactions du type 1, de type 2 et de type 3, elles ont quelque chose en commun. La seule chose commune qu'elles ont, c'est qu'elles impliquent des anticorps. Alors que la réaction du type 4, elle n'implique pas les anticorps. Il n'y a pas d'anticorps qui sont impliqués dans le type 4. Le type 4, c'est un type de réaction cytotoxique par les cellules, par des cytoxines sécrétées par les cellules T. Donc, type 1, type 2 et type 3, anticorps, type 4, cellules. Immunité, ici c'est l'immunité humorale, ici c'est l'immunité cellulaire. Le type 4, c'est l'immunité cellulaire. Le type 1, 2 et 3, c'est l'immunité humorale. Les anticorps. Alors ces anticorps, ils peuvent avoir 3 formes. Soit qu'ils sont fixés à des basophiles, alors on est dans le type 1. Soit que ces anticorps sont libres, ils ne sont pas fixés à une cellule, on est dans le type 2. Soit que ces anticorps forment des complexes humains qui circulent et on est dans le type 3. Donc, hypersensibilité pour différencier type 1, type 2 et type 3, c'est la manière dont les anticorps sont fixés. S'ils sont fixés à des basophiles, c'est le type 1. S'ils sont libres, libres circulants, c'est le type 2. Et s'ils forment des complexes humains, c'est le type 3. Alors, je rappelle que le type 4, il n'y a pas d'anticorps qui sont impliqués dans le type 4. Alors, après cette introduction, voyons le mécanisme quand un antigène, quand une substance étrangère, quand un microbe ou un virus ou un pollen, par exemple, ou un toxique, quand il pénètre à l'intérieur de l'organisme, voyons l'acheminement qu'il suit. Alors, dans notre cas d'aujourd'hui, là, dans ce cas de l'hypersensibilité immédiate, l'exemple choisi, c'est l'exemple du pollen. L'exemple du pollen qui pénètre à travers les narines, il passe dans le tractus respiratoire et à l'intérieur du tractus respiratoire, on va examiner comment il est à l'intérieur de la lumière et puis comment il arrive au niveau cellulaire. Alors quand on fait une section du bronchiole, voilà ce qu'on trouve. On trouve un revêtement mucosal de la lumière et le pollen, la substance étrangère qui a pénétré, elle est au centre. Et autour de cet alignement de la muqueuse, il existe des expansions glandulaires, que voici. Tout autour, il existe des cellules, le tissu est parsemé de cellules, qu'on appelle les cellules des mastocytes, et ces petits croissants, ils correspondent aux fibres musculaires lisses qui entourent la bronchiole, et bien sûr, il y a un réseau vasculaire. Donc, pollen, une muqueuse intacte, connectée avec un système glandulaire, des fibres musculaires lisses tout autour, le système vasculaire qui alimente, et tout le système est parsemé par des cellules mastocytes. Alors, dans une population normale, chez un individu normal, quand le pollen pénètre, eh bien, il est capté par le macrophage et il est broyé. Le pollen sera broyé complètement et détruit complètement par le système immunitaire, par le macrophage. Voilà chez la population normale. Maintenant, il y a des gens qui sont prédisposés à faire de l'allergie, et pour ces gens qui sont prédisposés à faire de l'allergie, eh bien, quand le pollen arrive,
il n'est pas détruit complètement. Il est détruit en partie. Alors, une partie du pollen va se connecter avec le complexe d'histocompatibilité 2 et va présenter la partie antigénique, la partie du pollen, à l'extérieur de la cellule. Quand cette particule d'allergène de pollen est à l'extérieur de la cellule, elle va induire les récepteurs TCR. Alors, les récepteurs TCR, TCR, je vais tout de suite vous dire. Alors, TCR, c'est récepteur for antigène. T, récepteur for antigène. Ce récepteur, il va reconnaître le pollen. Et quand il reconnaît ce pollen, il va induire la formation de CD4, la cellule CD4. Alors, cette cellule CD4 va elle-même interférer avec la cellule CD3 pour former l'interleukine 2. Alors, l'interleukine 2 va être connecté avec le récepteur TCRT au niveau, pour former une boucle. Alors, ce récepteur, c'est le récepteur de l'interleukine 2. Alors, l'interleukine va être fixé avec le récepteur de l'interleukine 2 et ça va induire ce qu'on appelle le clone d'expansion. Alors, ce clone d'expansion, c'est la multiplication des cellules. Alors, cette multiplication des cellules, ce clone d'expansion, il va entraîner la formation de l'interleukine 5 et de l'interleukine 4. L'interleukine 4 va augmenter massivement. Alors, l'interleukine 4 va augmenter massivement. Elle va induire la formation d'immunoglobuline E. Alors, on en était ici. Donc, les cellules helper vont induire le clone d'expansion des cellules T. Ce clone d'expansion des cellules T induit la formation d'interleukine 4 qui, elle, va agir sur les cellules B. Alors, ces cellules B vont à leur tour subir une expansion des cellules B. Alors, cette expansion des cellules B aboutit à la formation de l'interleukine 5. Et l'interleukine 5 va agir elle-même sur les cellules, sur les plasmocytes et les mastocytes pour amplifier la formation des immunoglobulines E. Alors, cette étape, ce contact entre l'antigène, entre l'allergène et le corps, ces événements s'effectuent dans une période de temps de 10 à 15 jours. Alors, ce premier contact, cette personne qui jusque-là n'a jamais eu de contact avec l'allergène, maintenant elle devient sensibilisée. Alors, cette période de sensibilisation de 10 à 15 jours, elle est silencieuse. Elle ne s'accompagne d'aucun signe. C'est des phénomènes biologiques internes qui se produisent, mais sur le plan clinique, la personne ne se plaint de rien du tout. Maintenant, cette personne sensibilisée, si elle est en contact une seconde fois avec un deuxième antigène, avec un pollen, donc c'est après une période de 10 à 15 jours, elle est en contact à nouveau avec du pollen. Et qu'est-ce qui se passe? Alors là, il y a trois voies. Il y a trois signaux qui vont se produire. Le premier signal aboutit à la formation des médiateurs primaires. Le deuxième signal aboutit à la formation des cytokines. Le troisième signal aboutit à la formation de la phospholipase
A2 qui va agir sur l'acide arachidonique. Donc, 3 phases qui vont qui vont se produire simultanément. Alors, la première phase, c'est le mastocyte et le basophile sont chargés d'immunoglobuline E. Et aussitôt que le pollen vient une deuxième fois, alors il va ponter, il va créer une sorte de pont avec les bras courts des immunoglobulines et va former un pont. Alors ce pontage il va stimuler les granules qui vont migrer vers la périphérie de la cellule. Alors cette migration des granules vers la périphérie de la cellule va entraîner la libération de médiateurs chimiques. Alors parmi les médiateurs, il y a l'histamine, il y a le NCF, neutrophile chémotactic factor, le eosinophile chémotactic factor, les protéases, les C3A et C5A, qui sont des anaphylatoxines, qui vont amplifier le phénomène. Donc, le premier signal aboutit à la formation des médiateurs primaires. Les médiateurs primaires, il faut retenir l'histamine, le neutrophile chémotactic factor, l'éosinophile chémotactic factor, les protéases et les facteurs C3A et C5A. Alors, le deuxième signal, il va intéresser les médiateurs cytotoxiques. Alors, dans ce deuxième signal, il existe au niveau des cellules des B-cell receptors for antigen. Ces BCR, ils vont, à travers le système, le génome à travers le système des gènes, ils vont induire la formation de l'interleukine 4. Alors, cette interleukine 4 va sensibiliser le clone et il y aura une expansion clonale des cellules B. Donc, interleukine 4 entraîne une expansion clonale des cellules B. Alors, la troisième réaction qui va intéresser l'acide arachidonique par le biais de la phospholipase A2, eh bien, elle va entraîner la libération de ce qu'on appelle les leucotriènes. Alors, ces leucotriènes, ce sont des substances chémotactiques puissantes. Alors, la leucotriène C4, la leucotriène D4 et la leucotriène E4, ces 3 leucotriènes, elles vont constituer un groupe, et ce groupe, il est vasogénique, il est spasmogénique, et il est connu sous le nom de substance slow reactive substance of anaphylaxie. Donc, dans le troisième phénomène donc, qui intéresse l'acide arachidonique, les phospholipides de membrane se transforment en acide arachidonique sous l'effet de la phospholipase A2. Alors, cet acide arachidonique, il peut subir 2 voies. La voie de la cyclooxygénase qui aboutit aux prostaglandines et la voie de la lipooxygénase qui aboutit aux leucotriènes. Alors, les leucotriènes, c'est bien simple. Ils sont 1000 fois plus puissants que l'histamine. Quand on pense à l'anaphylaxie, on pense à l'histamine et on oublie que le moteur le plus puissant de l'anaphylaxie, ce sont les leucotriènes. Et ce sont les leucotriènes C4, D4 et E4
qu'on a groupé sous la nomination de Slow Reactive Substance of Anaphylaxie, et je répète, qui est 1000 fois plus puissante que l'histamine. Pour la voie de la cyclooxygénase, elle aboutit aux prostaglandines. Les prostaglandines, c'est un puissant stimulant pour les glandes, comme leur nom indique. Alors, les eosinophiles, eux aussi, ils interviennent dans la réaction. Alors, c'est des cellules bilobées, donc c'est des cellules qui, à cause des interleukines 3 et de l'interleukine 5, elles vont faire appel aux cellules, aux mastocytes. Il existe une dernière catégorie de cellules qui interviennent, ce sont les cellules épithéliales. Alors, ces cellules épithéliales, elles vont intervenir grâce à l'autotaxine. Sans oublier, bien entendu, le PAF, le Platelet Activating Factor. C'est un puissant phospholiquide activateur et médiateur des leucocytes, de l'agrégation des plaquettes et de la dégranulation dans les phénomènes inflammatoires et dans l'anaphylaxie. Alors, quand on résume l'action de l'histamine, alors l'histamine, elle est vasodilatatrice. L'endothélium des vaisseaux, il va être réduit, et quand il est réduit, il va augmenter la perméabilité. Alors, cette augmentation de la perméabilité se traduit par un œdème de la submucose, et puis il y a une contraction spasmogénique de la fibre musculaire lisse, et l'aboutissement, c'est que la lumière de la bronchiole, de la branche, elle va être réduite. Alors, cette réduction de la lumière, elle s'accompagne d'une stimulation glandulaire, et cette stimulation glandulaire s'accompagne elle-même d'une hypersécrétion. Donc, réduction du calibre, hypersécrétion, donc il y a un encombrement et une réduction du calibre, donc ça veut dire que l'oxygène, il a des difficultés à passer. En fait, quelles sont les cellules qui sont impliquées dans ces phénomènes d'anaphylaxie, dans des phénomènes d'hypersensibilité? Il y a tout un tas de cellules. Il y a les eosinophiles, il y a les neutrophiles, il y a les mastocytes, il y a les cellules épithéliales, il y a les macrophages. Donc, toute la gamme cellulaire, elle est impliquée dans ce phénomène d'anaphylaxie. Alors, quand on parle d'anaphylaxie, eh bien, on parle de la désensibilisation. Alors, la désensibilisation, qu'est-ce que c'est que la désensibilisation? Eh bien, si on conditionne par des doses progressives, de petites doses d'antigènes progressivement chez un malade qu'on connaît, qui est allergénique, on sait, il a fait un choc anaphylactique, maintenant on veut le désensibiliser, eh bien, on va utiliser des substances allergéniques, ces mêmes substances auxquelles il est sensibilisé, mais à des petites quantités, et on va augmenter ces petites quantités progressivement avec le temps. Alors, en augmentant progressivement la quantité d'antigènes qu'on introduit dans le corps, eh bien, le patient, il va développer des anticorps, ce qu'on appelle des anticorps bloquants. Alors, qu'est-ce que c'est que ces anticorps bloquants? C'est une classe d'immunoglobulines, non pas des IgE qui provoquent l'allergie, mais des IgG. En fait, c'est la classe des IgG STS ou IgG4. Alors, ces anticorps bloquants, ils vont empêcher la connexion entre le pollen et les immunoglobulines. Voilà le principe de la désensibilisation. Alors, pour le diagnostic de la réaction anaphylactique de l'agression de type 1, bien sûr, il y a les tests biologiques. On utilise le RAST, Radio Allergosorbent Test, mais le plus commode, c'est d'utiliser des prick tests, des micro-punctures au niveau de la peau de l'avant-bras, et de mesurer la réaction de la papule qui se déclenche après un certain temps. On peut aussi compter le nombre des éosinophiles. Alors,
il existe une facilité héréditaire, familiale, une tendance familiale et héréditaire à fabriquer des IgE. Il y a des familles de fabricants d'IgE. Alors, c'est ce qu'on appelle l'atopie. Alors, l'atopie, c'est quoi? C'est cette tendance familiale, génétique, à fabriquer des immunoglobulines plus que la population normale. Et généralement, ça s'accompagne d'un eczéma constitutionnel, d'une rhinite et d'un asthme. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine en 3 minutes. Voulez-vous cliquer le bouton like, d'adhérer à la chaîne si vous ne l'êtes pas? Vos suggestions sont toujours bienvenues. Merci.